On va s'intéresser dans cette vidéo à quelques transformations que peut subir un gaz que l'on supposera parfait. Dans le cas où on a des phases de condensé de type liquide ou solide, en fait, on peut aborder les transformations thermodynamiques, les différents transferts, qu'ils soient mécaniques ou thermiques, de manière assez intuitive. Quand il s'agit d'un gaz, donc un objet qui peut se dilater beaucoup, en fin de compte, c'est un petit peu moins intuitif et un petit peu moins simple. Et on va voir qu'il va falloir alors être particulièrement attentif à la rigueur du développement. Et c'est la raison pour laquelle je vais ici vous exposer une méthode relativement directive. Je vais prendre un exemple ici qui va être le suivant. Je vais d'abord commencer par traiter le cas d'une transformation isochore pour un gaz parfait. Je vais la noter comme ceci, iso-V, hop. Pour ceci, je vais prendre effectivement un gaz que je vais emprisonner dans un volume donné et je vais supposer que ce volume est un récipient, est circonscrit par un récipient aux parois adiabatiques, à savoir qu'il n'y a pas de transfert thermique possible à travers les parois. Par contre, je vais envisager la possibilité de chauffer le gaz à l'aide d'une résistance chauffante qui traverse la paroi. Et qui va donc apporter une puissance électrique donnée. Le gaz, dans l'état initial, est à une pression P1, une température T1 et à un volume V qui est fixé. Et étant donné que la transformation va être isochore, le volume sera donc obligatoirement le même dans l'état final. Donc pour reprendre un petit peu notre méthode, la première chose que l'on identifie clairement, c'est le système. Donc je prends uniquement le gaz, je ne prends pas le récipient et je ne prends pas non plus la résistance. Avant d'envisager le traitement du bilan énergétique, je vais d'abord regarder ce qu'il en est en ce qui concerne l'utilisation des équations d'état. Je sais que la transformation, elle est isochore, à savoir que le volume dans l'état final va correspondre au volume dans l'état initial, ici qui est noté V. Ça, c'est le premier point. Et je sais aussi que mon gaz, je peux le modéliser par la loi des gaz parfaits. À savoir que j'ai toujours PV qui est donc égal à nRT. Ou encore, puisque V est une constante, N est constant et R est constant, j'ai P qui est proportionnel à la température avec le facteur de proportionnalité ici qui est NR sur V. En conclusion, je vois immédiatement que la pression dans l'état final divisée par la température dans l'état final est égale à la pression dans l'état initial divisée par la température dans l'état initial. À savoir que pour la transformation isochore du gaz parfait, j'ai le rapport pression sur température absolue qui est une constante. Ainsi, si je connais P1 et si je connais T1, je peux trouver le rapport P2 sur T2. Parfois, dans certains exercices, on vous dira on chauffe jusqu'à obtenir une température T2 donnée. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous pourrez trouver P2 et vous aurez alors parfaitement déterminé l'état final du système. Ainsi, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour répondre aux exigences des objectifs. Par contre, si on ne vous donne pas de précision,
à savoir que vous ne connaissez ni P2 ni T2, bah évidemment, là, il vous manque une relation, puisqu'on a ici deux inconnus, une seule relation, il faut autre chose. Ainsi, c'est le bilan énergétique qui peut vous apporter une relation supplémentaire. Ainsi, la méthode que je vais vous inviter à suivre, c'est dans un premier temps, eh bien, de bien identifier le système, dans un second temps, de voir si, à l'aide des équations d'état, c'est-à-dire tout simplement en appliquant le chapitre 1 de notre cours de thermodynamique, vous avez la possibilité de répondre à certaines questions. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on passe au chapitre 2, à savoir l'utilisation du premier principe et des bilans d'énergie pour pouvoir essayer de répondre aux objectifs. En fait, dans le cas d'une phase condensée, que ce soit un liquide ou un solide, on peut avoir l'impression de ne pas avoir utilisé cette première étape, mais on l'a fait en réalité, puisque dans le cas des phases condensées, on a forcément le volume qui est le même ou à quelque chose près, si bien que implicitement on avait utilisé cette étape. Donc je vous invite effectivement à respecter effectivement cette méthode, à savoir d'abord d'utiliser, d'exploiter au maximum les équations d'état, et ensuite de voir si vous pouvez effectivement faire un bilan d'énergie. Donc là, ça va être le cas, puisqu'il nous manque une relation, on va effectivement essayer de la déterminer. Faisons donc notre bilan d'énergie. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une transformation isocore, j'ai une pression ici. Je peux regarder le travail des forces de pression ici, et étant donné que j'ai une transformation isocore, je sais que le travail des forces de pression est nul. Je vous renvoie à la formule correspondante sur le travail des forces de pression. Donc ainsi, je n'ai pas de travail des forces de pression. Ensuite, j'ai un transfert thermique Q à travers les parois qui est nul parce que j'ai des parois calorifugées. Ce qui ne veut pas dire ici pour autant que la transformation est dans son ensemble adiabatique, parce que en réalité, ma résistance chauffante va ici apporter de la chaleur par effet Joule. C'est tout simplement ici la puissance électrique absorbée par la résistance fois la durée d'utilisation. Donc j'obtiens ici les différents transferts, il ne se passe rien d'autre. Ainsi, d'après le premier principe, et étant donné que l'énergie mécanique ici est constante, l'objet ne se déplace pas globalement, donc on peut écrire qu'on a la variation du stock d'énergie interne dans mon système, à savoir le système gaz, qui correspond de fait au transfert thermique uniquement réalisé par effet Joule. Ainsi, étant donné que le gaz reste sous cet état monophasé tout au long de la transformation, je vais donc en déduire la variation de température, puisque la variation d'énergie interne du gaz, c'est la quantité de matière fois la capacité thermique molaire multipliée par la variation de température, qui va donc correspondre ici au transfert thermique Q joule, que je suppose est connu si j'ai chronométré le temps correspondant d'utilisation et si je connais la puissance de la résistance. Ainsi, je vais donc en déduire que T2 moins T1 est égal à Q joule sur N CVM. CVM est a priori connu. Et donc, je vais en déduire T2, qui vaut donc T1 plus Q joule sur N CVM. Étant donné que j'ai T2,
En utilisant cette relation, j'en déduirai donc que P2 est égal à P1 facteur de T2 sur T1 avec obligatoirement les températures en Kelvin, car le rapport de température en Kelvin n'est pas égal au rapport de température en Celsius. Donc ça, c'est obligatoire. Par contre, vous pouvez avoir des barres pour P1, ce qui vous donnera des barres pour P2. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ici des pascals. Donc j'insiste bien. On commence par regarder, une fois qu'on a identifié le système, si les équations d'état, en l'occurrence ici la loi des gaz parfaits, nous permet de répondre à notre problématique. Et si ce n'est pas le cas, on passe à l'application du premier principe, c'est-à-dire qu'on utilise un bilan énergétique pour avoir une relation supplémentaire afin de résoudre l'intégralité de notre problème. Dans une vidéo suivante, j'aborderai le cas de la transformation isobar.